Enfin, Mathieu Bock-Côté nous a rejoint. Bonsoir, mon cher Mathieu. C'est un peu tôt, mais vous êtes chez Christine Kelly normalement, mais vous avez accepté de faire un petit détour par notre émission pour évoquer votre livre, Le pessimiste joyeux, entretien avec Laurent Dandrieux chez Fayard. Est-ce qu'on peut être pessimiste et joyeux, Mathieu Bock-Côté? C'est-à-dire que d'un côté, la joie est une prédisposition de l'âme. On accueille l'existence, une formule de Chesterton qui dit l'existence est une grâce. Donc ça, c'est la joie. Et comme je dis toujours, il y a 3 repas par jour, peut-être 4, parfait. De l'autre côté, pessimiste, pourquoi? Parce que ce à quoi nous tenons en ce monde, je veux dire, Rome est tombé un jour, nos pays tomberont, tout finira par redevenir poussière, il y a de quoi être triste là-dedans. La bête humaine est une sale bête, et pourtant l'existence mérite d'être traversée avec panache et joie. Écoutez, je vous remercie tout particulièrement d'être là aujourd'hui, parce que je sais que vous traversez une épreuve personnelle, donc au nom de toute la rédaction, je vous tiens à vous témoigner notre amitié et notre affection. Mathieu, alors, pas du côté, donc on peut être pessimiste et joyeux, Gauthier Lebret, vous êtes les deux, vous, ou pas? Ah, ça peut m'arriver. Ça peut vous arriver. Ouais. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le dîner avec Mathieu et voir le pessimiste joyeux qu'il est à l'œuvre, parce que c'est toujours un moment délicieux. Pessimiste et joyeux, c'est sûr que quand on égrène les faits d'actualité, comme on vient de le faire dans la première partie de Punchline, on n'a pas beaucoup de raisons d'être optimiste. Mais il peut y avoir de la joie, même dans le combat, dans le fait de mener bataille pour que toutes les raisons qui nous amènent à être pessimistes ne soient pas une fatalité. Encore faut-il ne pas vivre la vie comme une fatalité, exactement, et essayer de se battre pour dire que une autre chose est possible. Mais l'engrenage du monde paraît implacable en ce moment, Mathieu Bock-Côté. Donc trouver des petits endroits d'optimisme est compliqué. L'existence est tragique et l'époque l'est encore plus, sans le moindre doute. Ensuite, je dirais l'erreur presque philosophique de nos amis de gauche, c'est que pour eux, le bonheur dépend d'un monde parfait. C'est-à-dire, tant qu'il y aura en ce monde injustice, tragédie, alors de ce point de vue, ils le vivent à la manière d'un immense fardeau. Je crois que l'avantage psychologique de l'homme de droite, ensuite ils ont plein de défauts, mais l'avantage psychologique de l'homme de droite, c'est qu'il croit au péché originel. Donc il sait que fondamentalement, tout est imparfait. Moi, j'aime définir ainsi la bête humaine souvent. L'être humain est il est d'abord et avant tout, il est fondamentalement médiocre. Il est capable de choses, d'une très grande méchanceté. Il est capable exceptionnellement aussi de choses lumineuses, mais la plupart du temps, il est médiocre, mais il est néanmoins capable d'une petite bonté. Si la civilisation le pousse à se comporter de manière convenable avec ses proches. Tel est mon optimisme en ce monde. Quand on a de telles attentes, c'est plus facile de ne pas être désespéré. On a un homme de gauche sur le plateau, c'est François Durugy. Qu'est-ce que vous dites à Mathieu Bock-Côté, qui est avec nous? Je suis de droite, hein. Non, vous savez, tout est relatif. Tout est relatif sur l'échiquier. Ça dépend de la gauche de qui. Non, mais moi, je reprends souvent l'autre formule, c'est, vous savez, un peu pessimiste dans l'analyse, mais optimiste dans l'action. Donc, et dans les deux cas, on peut être joyeux, d'ailleurs, même si c'est vrai que si on est très pessimiste, qu'on est tout le temps en train de dire que noir c'est noir, que tout va mal, que tout va de mal en pis, je ne sais pas comment on peut être joyeux à la fin, quand même. Mais moi, je ne crois pas que tout va mal, que tout va de mal en pis. Et pourtant, il y a beaucoup de raisons, en effet, de trouver que notre monde ne va pas dans le bon sens, que notre propre pays, la France, je ne sais pas pour vous d'ailleurs, le Canada, le Québec, comment vous le voyez évoluer. Nous, pour la France, on peut se dire l'économie pourrait être plus florissante, les impôts pourraient être moins élevés, la sécurité pourrait être meilleure, etc., etc. L'éducation, l'école, moi qui suis un fils d'enseignant, évidemment, je me désole tous les jours de voir les exigences de niveau baisser et le niveau, à la fin, baisser. Mais en même temps, je vois quand même beaucoup de raisons de se dire que ça peut être mieux demain. Regardez la santé. Oui. Aujourd'hui, on parle des médecins ou pas? Non, mais tous les jours, des maboules, il y a des découvertes. Non, mais tous les jours, il y a des découvertes. C'est vrai. Formidables en matière de génétique. Alors, je ne sais pas ce qu'en pensent certains, parce qu'il y a des conservateurs qui n'aiment pas tout ce qui touche à la génétique. Mais la génétique, elle nous permet, la recherche génétique, aujourd'hui, elle nous permet de trouver des nouveaux traitements, par exemple pour le cancer du pancréas, qui avant était incurable. C'était 93% de morts dans les 5 ans. Voilà pourquoi le conservateur n'est pas un esprit crépusculaire. C'est-à-dire qu'il y a des progrès techniques remarquables, des progrès en médecine. Qui se désolera des progrès de l'oncologie? C'est absolument formidable. Ensuite, je pense que la grande erreur du XXe siècle, parce qu'on doit encore garder le souvenir, c'est lorsqu'on veut imposer à tout prix une certaine idée du bonheur et de la rédemption, de la libération d'une société. La société parfaite est la société parfaite est l'avant-dernière étape avant la société policière. Ça, j'en suis convaincu. Donc, de l'autre point de vue, je pense que ce qu'on doit retenir de là, c'est la saine et belle imperfection des sociétés humaines. Je résumerai ça ici. Si vous avez une société parfaite, là, on a notre modèle, c'est parfait, c'est réglé. Il ne faut rien bouger. Votre liberté disparaît parce que
dès lors, vous abîmez la belle perfection promise. C'était l'héritage soviétique. Et de ce point de vue, je pense que nos sociétés doivent renouer, mais ça a des conséquences très pratiques, tout ça, avec la liberté d'expression. Il faut contester toujours le monopole des censeurs qui pensent savoir ce qui est le vrai, le juste et le bien en toutes circonstances. Il faut maximiser la liberté des uns et des autres. Donc, finalement, ce pessimisme conduit à une action politique réaliste, je crois. Laetitia Guénan, qu'est-ce que ça vous inspire, les réflexions de Mathieu Bock-Côté? C'est très bien. Effectivement, les Français sont devenus ni pessimistes, ni joyeux. Et ça leur ferait du bien aussi de recouvrir un peu cette joie. Parce que c'est la joie... d'abord, il faut... Ils sont très pessimistes, en fait. Hein. Ils sont très pessimistes. Le problème, c'est qu'effectivement, en réalité, on vit une époque, malgré tout, il n'y en a qu'à se reprojeter à 60, 70 ans en arrière. Je ne parle pas des 30 glorieuses auxquelles on se réfère tout le temps. Mais enfin, l'humanité, ça a été la vie était autrement compliquée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en Europe, les Français sont parmi les mieux traités, en réalité. Les mieux traités, ils ont effectivement énormément de support, énormément d'aide, et parfois avoir conscience de ça. Ça ne veut pas dire se dire tout va bien dans notre pays, et ça ne veut pas dire que la vie c'est simple. Mais il y a quand même un petit peu de lucidité, juste à apprécier aussi ça, et pouvoir justement tirer aussi les bonnes conclusions pour prendre aussi les bonnes politiques qui font aller mieux si on veut aller dans cette direction. Mais il y a quand même un regard d'insatisfaction des Français sur eux-mêmes qui n'est pas proportionnel à la réalité. Qu'est-ce que vous dites, Laetitia? Qu'il y ait de bonnes... Enfin, on regarde l'époque, et effectivement, on ne doit pas croire c'est pas le goulag. Donc, on ne vit pas sous le goulag. Ça, c'est un bon point de départ. Ensuite... Non, mais c'est bien de le dire, c'est déjà qu'on vit sous la dictature, mais il le disait la même chose sous Hollande ou sous Sarkozy. La dictature n'implique pas nécessairement le goulag. Il y a des nuances. Quand même. Vous connaissez la formule de Sioran, toutes les sociétés sont mauvaises. Si je préfère celle-ci plutôt qu'une autre, c'est que je sais discerner parmi les nuances du pire. Bon, quoi qu'il en soit... Et vous êtes vraiment pessimiste. Évidemment. Mais comme François-Olivier Gisbert, un livre magnifique, La France était un pays communiste. Elle est magnifique. Cela dit, non, je pense qu'évidemment, si on veut s'engager dans la cité, et dès lors qu'on s'engage dans la cité, c'est parce qu'on croit que quelque chose est possible. Donc il est possible de redresser nos pays. Ça, je n'en doute pas un seul instant. Je crois à l'action politique, je crois aux vertus de l'action politique, mais je me méfie de l'utopisme, en fait. Ça a toujours été le danger, parce que l'utopisme veut une société intégralement planifiée, encadrée, avec des règles pour tout. Tout ce qui est humain doit être encadré par une loi ou un règlement. Et ça, je pense qu'un peu de saint libéralisme peut nous amener à nous méfier des utopistes ingénieurs sociaux. Mais d'autre point de vue, je pense qu'on peut redresser nos sociétés. J'ai une formule à laquelle je tiens. Tout va plus mal qu'on le croit, mais peut aller mieux qu'on l'espère. Jurisprudence de Gaulle. Néanmoins, vous diagnostiquez, comme dans ce livre, une crise identitaire profonde dans notre pays, Mathieu Bock-Côté. Quelles en sont les racines et est-ce qu'il y a des remèdes? Je pense qu'on est passé d'abord de l'oubli de l'histoire. Je pense que c'est donc une espèce d'effacement historique à une forme d'adhésion à une mémoire pénitentielle. Donc finalement, nous nous souvenons, mais nous nous souvenons pour nous maudire, pour nous scarifier moralement, symboliquement, en toutes circonstances. Ensuite, on en parle, je crois qu'on évoquait Éric Ciotti un instant sur la commission sur l'immigration, ou le livre de Nicolas Pouvreau-Monti, remarquable sur immigration, mété, réalité. La perte de maîtrise des flux migratoires depuis 50 ans environ a fait en sorte que les Français craignent aujourd'hui, mais comme tous les autres peuples occidentaux, de devenir étrangers et minoritaires chez eux. Et le fait de ne plus être majoritaire chez soi est la plus grande angoisse qui peut arriver à un peuple, parce que quand vous perdez la majorité, vous perdez le pouvoir. Il peut vous rester des droits, mais les droits, vous les négociez toujours avec un pouvoir nouveau qui vous les accorde ou non. Et je pense que cette angoisse identitaire, le fait de devenir étranger chez soi, est l'angoisse politique première de notre temps. Alors, comment lutter contre cela, Joseph Massescaron? Ok, je repasse la parole à Mathieu. Oui, non, on n'y est pas encore tout à fait, être minoritaire chez nous. Non. Moi, confession, j'adore l'écouter. J'adore l'écouter, pourquoi? Parce que la vitalité qui se manifeste en lui, dans ce torrent, vous voyez, dans ce torrent. Cette cascade, moi je dirais. Voilà, c'est mieux. Il y a eu un moment dans la télévision française très célèbre, lorsque Maurice Clavel s'est levé et a dit « Messieurs les censeurs, bonsoir ». Et avant cela, il y avait une émission, et cette émission, il était question de la difficulté. Il y a des gens qui, évidemment, voulaient introduire la censure, et lui, il disait non. Et qu'est-ce qu'il prenait comme image? Il se mettait devant une fontaine, il essayait d'empêcher la fontaine, justement, que l'eau coule. Et évidemment, ça ne marchait pas. Et vous aviez tout de suite un geyser. Et lui, voilà, j'ai l'impression que c'est un geyser qui nous vient. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Sur le mot pessimisme joyeux, je pense, et je ne peux pas ne pas penser, bien sûr, à Jean-Pierre Chevènement, qui s'est toujours défini comme un pessimiste actif.
Voilà. Et pourquoi ? Parce que dans la joie que Mathieu a, c'est la joie de l'actif, de celui qui veut construire et de celui qui veut bâtir. Enfin, il y a les deux. Il y a ce que j'appelle la joie du combat, sans le moindre doute, c'est-à-dire le simple fait de combattre ce qui nous semble absurde, un mauvais régime, une idéologie détestable, des courants de société qui nous semblent nocifs. Ça, je pense qu'il y a une joie du combat. Il ne faudrait jamais l'oublier. Ensuite, il y a, et ça, c'est ma part, mais vraiment droitière là-dessus, c'est-à-dire l'existence, heureusement, ne s'épuise pas dans la politique. Il existe une telle chose que les bonheurs privés. Et on tend aujourd'hui à les regarder de haut. Vous savez, on est une société policière, une société très puritaine aujourd'hui. On veut regarder, il y a un peu partout la police de la braguette, la police du caleçon, il y a la police de ce que vous avez dans votre... Qu'est-ce que vous avez exactement dans votre garde-manger? Qu'est-ce que vous prenez au restaurant? Vous prenez assez de quinoa? Hein? Et on pourrait s'encanailler avec 3 Perrier. Bon, alors, il y a une espèce de société aujourd'hui tout à fait puritaine qui est assez inquiétante. Et devant cela, ce que j'appelle le bonheur du banquet est l'autre nom d'une manière le bonheur occidental, le bonheur français. Et quand je vois les campagnes pour détruire ce qu'on appelle le canon français, ceux qui font de grands banquets dans l'esprit populaire, je trouve ça délirant. Ce sont des destructeurs. C'est révélateur. Le banquet est l'autre nom de l'existence qui déborde. Et l'existence qui déborde, c'est l'existence qui mérite d'être célébrée. Mathieu Bock-Côté, encore un mot avant de vous libérer pour aller chez Christine Kelly. On a entendu le roi Charles III qui, hier, a fait une petite adresse à Donald Trump en lui disant si les Anglais n'avaient pas été là, vous parleriez peut-être français. Alors, ça parle aux Québécois. Vous êtes si vous savez à quel point j'ai entendu ça, je me suis dit ça aurait été formidable. Hein. Si la France avait mieux joué ses cartes au temps de l'authentique Nouvelle-France, pas le nouveau machin, mais la véritable Nouvelle-France, l'Amérique française, eh bien oui, l'Amérique parlerait français et le Québec dominerait le monde. Ce serait encore mieux. Mais bon, entre-temps, on va se contenter de faire un Québec indépendant. Ça me semble réalisable d'ici quelques années. Ce sera une manière de donner la victoire enfin à l'Amérique française. Non, mais c'était une façon assez rigolote de rétorquer à Donald Trump qui lui connaît plutôt la force. J'ai trouvé ça très drôle, mais ça m'a amusé néanmoins qu'il y ait le souvenir de l'Amérique française qui apparaît soudainement ainsi dans ce discours entre les grands. Il fut un temps où l'Amérique était d'abord et avant tout française, et j'insiste là-dessus, la seule manière d'être fidèle à cette vieille promesse, c'est que demain naît ce nouvel État indépendant d'Amérique, le Québec. Bravo, écoutez. Vive le Québec libre. Merci en tout cas, cher Mathieu Bock-Côté. Le pessimiste joyeux aux éditions Fayard, entretien avec Laurent Dandrieux. C'est un livre absolument génial qu'on recommande à nos téléspectateurs et nos auditeurs.